Ah bah écoute, moi je déteste le journalisme spectacle, tu sais. Le truc du clash et scoop, buzz, enfin je trouve ça absolument inintéressant. Je trouve que c'est l'inverse de la recherche de l'intime, tu vois. C'est vrai. Mais bon, moi j'aime bien quand même, mais à regarder, mais c'est moche. C'est comme les feux de l'amour, quoi. Tu regardes les feux de l'amour ? J'ai arrêté depuis qu'ils ont changé l'horaire de programmation. Je fais partie des téléspectatrices qu'ils ont perdues. On dit bien Titiou. Ouais, bravo. Super. Bonjour, tu écoutes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Titiou Lecoq. Titiou Lecoq est journaliste, romancière, écrivaine et je me compte parmi ses fans de la première heure car je suis son travail depuis les débuts de son blog Girls and Geeks. Les vrais savent et les autres auront l'occasion de découvrir au micro de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, cette ancienne petite fille sage devenue une plume féministe impertinente. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Bonjour Titiou Lecoq. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Ouais. Je suis d'autant plus contente de te recevoir que je suis vraiment une énorme fan de ton travail, mais de la première heure, puisque je te suis depuis ton blog Girls and Geeks. Ouais. Que tu as lancé en 2008, je crois. Bah ouais, c'est ça va faire 10 ans. Waouh. C'était un des premiers blogs, enfin c'était le début de l'époque des blogs, non ? Alors en fait non, il y avait une première génération de vraiment les blogueuses historiques dont Nora BZ, Elise Costa, etc. qui avait commencé plusieurs années avant. Et moi, c'est la deuxième vague. Mais pour les très jeunes, ça apparaît de toute façon préhistorique. Donc c'est vraiment comme si tu disais non, c'est du quaternaire ou plutôt du... Tu vois, bon. Bon, je te décris pas du tout comme blogueuse, t'es écrivaine, romancière, journaliste. Ouais. Tu travailles chez Slate, toujours actuellement ? Oui, je fais toujours un newsletter de Slate. Et tu sors des livres régulièrement. Ça m'arrive. Le dernier en date, c'est Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale. Ouais, Libéré EES. Libéré EES, absolument. Alors, on va parler de tout ça, mais je voudrais commencer par te poser la question que je pose à toutes mes invitées. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Eh ben, j'étais exactement comme le titre de ton podcast. J'étais une petite fille, mais j'étais parfaite. Alors, avec tout ce que ça implique quand on dit d'une petite fille qu'elle est parfaite. Je me mettais jamais en colère. Je faisais jamais de bêtises. J'étais sage, c'est-à-dire tu me mettais dans une pièce, tu faisais avec une craie, un cercle autour de moi en me disant tu ne quittes pas le cercle, je ne bougeais pas. Quitte à mourir de faim. Mais c'était pas grave. Et moi, je voulais que ma maman, elle soit contente. C'était tout ce qui comptait. Et t'avais des frères et sœurs ? Et j'ai une grande sœur, demi-sœur, mais on a grandi ensemble, mais elle a 15 ans de plus que moi. Donc du coup, forcément, quand j'avais 7 ans, du coup, elle en avait 22. Donc c'était elle qui faisait les conneries. Et bah, moi, ça devait être exaspérant pour elle d'avoir une petite sœur toute parfaite comme ça. Oh, moi, j'ai bien travaillé, maman, à l'école. Et alors, évidemment, j'ai envie de te poser la question, c'est quand la première fois que t'as désobéi ? Et bah, oui, si, c'est arrivé. C'est quand la première fois que j'ai désobéi à ma mère ? Je sais pas si c'est vraiment arrivé directement. Non, je pense que du coup, comme souvent, les petites filles comme ça, un peu parfaites, la crise d'adolescence est vraiment violente, quoi. C'est assez puissant. Mais tu l'as fait à quel âge ? Et j'ai commencé, je pense, vers 14 ans. Et elle a duré assez longtemps. Alors après, tu vois, ma mère considère qu'elle a duré jusqu'à 30 ans. Moi, non. Je considère qu'elle a duré jusqu'à 18, tu vois. Mais on n'a pas la même interprétation, je pense, de ma vie. Et donc, ma mère a beaucoup cru que je faisais des trucs genre pour la faire chier. Par exemple, ne pas prendre un vrai travail, etc. Alors que non, je cherchais le sens de la vie, quoi. Ça me paraissait juste clair. Ah, ça me parle direct, j'ai vécu la même chose. Mais alors moi, j'ai fait ma crise d'ado à 26 ans. Ouais. D'abord, moi j'étais gentille jusqu'à les études, le premier travail, le burn-out. Et le burn-out, c'était peut-être je vais arrêter de faire plaisir aux autres et je vais essayer de me faire plaisir à moi. Mais c'était tard. Alors, tu parles t'as pris un travail. Toi, tu n'avais pas un vrai travail, donc j'imagine que tu fais référence au journalisme web. Oui. Ou pas, ou à boire du café en fumant des clopes avec mes potes pendant 10 ans. Mais C'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ?
Alors, quand j'étais petite, donc j'étais toute mignonne, alors comme toutes les bonnes petites filles, j'aimais beaucoup les livres. Tu sais, les petites filles, ça aime beaucoup les livres. Bien sûr. Et ça, très tôt, très très vite, j'ai dit, moi je veux écrire des histoires, quoi. Je trouvais ça vraiment trop cool. J'ai mis un peu de temps à comprendre que les histoires que je lisais avaient été écrites par des adultes. C'est compliqué en fait. Ça se voit beaucoup chez les enfants parce qu'ils te parlent d'une collection d'un héros dans un roman, mais ils retiennent jamais le nom des auteurs. Et c'est un vrai truc d'intelligence neuronale qui se met en place le jour où tu regardes au-dessus du titre du livre le nom de l'auteur. Et où tu commences à dire « Ah, ok, en fait, c'est écrit par quelqu'un, tout ça. » Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait un nom sur la couverture et que c'était un travail et que j'ai cru que ça gagnait de l'argent, j'ai fait « Ah, mais c'est ça que je veux faire. Ça, c'est très, très bien comme travail. » Et donc, j'ai pas eu de difficulté petite à dire... Alors, donc, j'ai commencé à écrire des histoires. Je réécrivais La Comtesse de Ségur. Après, je le donnais à ma maman. Et j'ai retrouvé mes premières histoires. Ma mère les avait corrigées les fautes d'orthographe en rouge. Et elle me les rendait. Est-ce que ta mère est prof ? Et alors, je me suis rendu compte d'un autre truc. Ma toute première histoire... Non, elle n'est pas prof en plus, ma mère. Mais elle aurait rêvé d'être prof, je crois. Ma toute première histoire, donc c'est La Comtesse de Ségur, c'est des petites catholiques, tu vois, c'est vraiment prout-prout au possible. La mère s'appelle Madame de Châtemur. Châtemur, c'est quand même trop bizarre qu'à 8 ans, j'ai choisi elle va s'appeler Châtemur. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Et donc, j'ai voulu, là, je m'étais dit, je vais faire des livres et tout, c'est super, je veux faire ça. Après, c'est pratique parce que tu sais, les adultes, tu leur dis un truc une fois, ils te mettent dans la case. Donc, c'était, elle veut écrire des livres. Bon, je pense que le sous-entendu est, évidemment, elle ne le fera pas, parce qu'elle va passer le CAPES pour devenir prof de français. Comme tout le monde. Mais voilà. Mais c'est ça qu'elle veut faire. Et après, au moment où ça devient un peu sérieux, j'ai arrêté de le dire, évidemment, tu vois, à l'adolescence, quand tu veux faire quoi, je sais pas trop, alors que je voulais toujours être romancière, mais tu le dis plus. Pourquoi tu le dis plus ? Parce que c'est trop d'ambition. Alors en plus, je pense, moi j'ai vraiment les deux freins et le frein de genre, à savoir pour une fille, c'est compliqué d'afficher un truc ambitieux, en plus artistique comme ça. Et que concrètement, les auteurs, c'est des auteurs, quoi, c'est des hommes. Moi, j'ai étudié que des hommes à la fac. Enfin. Et il y a aussi une barrière sociale qui était dans ma famille. On aime beaucoup les livres, c'est toute petite bourgeoisie. On adore les livres, mais on n'en écrit pas, quoi. Mais c'est vraiment un interdit. Ça serait... Non, on ne fait pas partie des gens qui écrivent des livres. Donc, la conjonction des deux fait que j'ai arrêté de le dire. Et j'ai même été hyper gênée d'annoncer à ma mère quand mon premier roman est paru. Ça a été la gênance absolue. J'avais l'impression de trahir un truc. C'est bizarre, hein. C'était Les Morues en 2012 ? Ouais, c'était Les Morues et j'étais vraiment gênée, quoi. Genre, je suis désolée, j'ai un roman qui va paraître. C'est fou, t'étais pas fière d'avoir réussi ? Bah, moi, de moi-même, si, mais par rapport à ma famille, j'étais plutôt gênée. Parce que du coup, enfin, tu vois, ça veut dire que t'affiches que t'avais cette ambition, que tu l'as écrit, enfin... que tu as passé du temps à faire ça et tout. Non, j'étais hyper gênée. Et quand est-ce que tu es sortie de ça ? Oui, je suis sortie de ça. Quand est-ce que j'en suis sortie ? Je sais pas trop, c'est toujours... Je sais que je faisais un autre truc pendant très longtemps. Je me souviens, c'était une grande discussion avec mon mec de l'époque. On était deux galériens tous les deux. Donc moi, je voulais être romancière et lui, il voulait être musicien. De fait, j'écrivais, j'étais pas publiée, et il faisait de la musique, mais il n'était pas édité dans une maison de disques. Et quand on rencontrait des gens, lui disait « Ouais, je suis musicien », alors qu'en vrai, il était caissier chez Monoprix. Et moi, je disais « Ah, moi, je suis pionne », alors qu'en vrai, j'écrivais, quoi. Et il me disait « Mais pourquoi à chaque fois tu réponds que t'es pionne, ou que tu fais des enquêtes satisfaction chez Leclerc, ou pourquoi tu dis pas que t'écris ?» Je dis « Bah non ». Et je m'étais un peu, tu vois, je disais non, mais parce que justement, je pense que c'est important de dire qu'on fait aussi du vrai boulot et machin. Enfin, bon. Et en vrai, c'est juste que j'avais honte. Je vais pas dire j'écris. Et est-ce que la sortie de ton premier roman, elle t'a permis de dire ensuite derrière je suis romancière ? Ouais, je crois. Alors maintenant. Est-ce que je dirais, oui, si, je suis très pas dans le, je vais dire, on va me demander, tu fais quoi dans la vie? Je vais dire, j'écris. Alors déjà parce que j'écris plusieurs choses différentes, mais surtout parce que ça veut dire que je me place dans l'action, le fait de faire,
et pas dans un statut. Je suis pas artiste, je me dis pas je suis autrice, je suis romancière, je suis journaliste, je me dis j'écris. Et j'aime bien en même temps ce côté de dire concrètement, voilà, c'est juste je me mets face à mon ordinateur et je mets des mots les uns à la suite des autres, avec plus ou moins de brio selon les jours. Mais et je me méfie vachement des gens qui sont dans la posture de l'étiquette, quoi, surtout quand c'est en littérature, tout ce qui va avec. Ouais, je suis auteur. Je suis dans des maisons d'édition et tout. J'aime pas trop. Je préfère le côté un peu, tu vois, le côté un peu prolo, quoi, ouvrier. Mais je trouve que c'est un très bon hack au syndrome de l'imposteur, quand t'as du mal peut-être à trouver une légitimité, de te raccrocher à ce que tu fais. Parce que l'action, c'est concret. Et c'est marrant, c'est un truc que j'ai vécu sur mon premier job. En fait, j'étais auditrice interne dans une grosse boîte de BTP. Et j'étais persuadée de trouver plus de sexisme sur les chantiers que j'allais auditer que dans les bureaux. Et non. Pourquoi ? Parce que sur les chantiers, c'est très concret. Donc, bien sûr, quand tu débarques, t'es une petite meuf chef de chantier ou je sais pas quoi, tu subis des remarques, t'as des regards, enfin tout le monde pense que tu fais te planter, ok. Mais en fait, quand tu sors ton premier chantier, c'est comme si t'avais un tampon sur ton passeport qui disait « Je l'ai fait. Ça, ce bâtiment qui est sorti de terre, c'est moi. » Donc, t'as un problème, regarde le bâtiment, regarde le mur. Alors que dans les bureaux, comment est-ce que tu démontres, comment est-ce que tu fais la preuve de ta compétence ? Et je pense que c'est là que j'ai compris que quand tu fais des trucs, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir confiance et de prendre le truc j'ai réussi. Mais tu vois, je pense aussi que sur des boulots comme l'écriture, j'en ai vu tellement des gens, et j'en fréquente toujours, hein, qui rêvent de faire quelque chose. C'est pas le côté genre ils rêvent de faire un truc et ils le font pas, c'est ils s'imaginent en train d'écrire au lieu d'écrire. Et en fait, c'est même pas qu'ils s'imaginent en train d'écrire, c'est ils s'imaginent sur un plateau de télé en train de vendre le livre qu'ils n'ont jamais écrit, en fait. Et donc, je trouve ça hyper dangereux, la séduction sociale d'accéder à une certaine posture, à une certaine reconnaissance, et de perdre le fait que ça a un sens et que c'est juste le résultat d'un travail que tu as mené avant. Et c'est pour ça que j'aime bien insister sur le côté, le travail, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est très protestant en même temps. Je me dis, oh là, ça fait vraiment vieille protestante. Ah, mais quand même, l'éthique du travail, c'est très important. Je suis ravie qu'on puisse avoir toute cette conversation. Donc, le principe de Sois gentil, c'est que je t'avais proposé une liste de questions et que tu m'en as identifié celles qui te parlaient le plus. Plein. Oui. Donc c'est parfait. Ouais, tu me demandes de parler de moi, alors forcément, ça m'intéresse. Mais oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que moi qui te suis un peu de l'extérieur, on s'est jamais rencontrés, c'est la première fois qu'on se rencontre, ouais. Alors que vraiment, j'ai l'impression que t'es une pote tellement je t'ai lu, et en plus, tu parles beaucoup de toi, sur ton blog, tu racontais vraiment ta vie. Ah ouais. Donc, voilà, j'ai suivi ton accouchement comme beaucoup de monde. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on devient toi, par quelles étapes tu passes. Et donc, je vais dérouler les questions que tu m'as proposées. Alors, c'était quand la première fois que tu as pensé par toi-même ? La première idée originale que tu as eue ? Alors, ça, c'est marrant parce que je peux répondre hyper précisément à un déclic qui a été... donc, j'étais la petite fille toute gentille, donc qui ne réfléchit pas. Hein, évidemment, ça va avec qui lit des livres, mais qui ne réfléchit pas. J'écrivais des poèmes sur les petits rossignols et tout. Et au collège, cette période horrible du collège, je me faisais maltraiter par ma bande de copines, et on était populaires, tout ça, machin, enfin bon. Et un mercredi matin, en 4e, j'ai séché le cours de sport, ce qui n'était pas une grande innovation dans ma vie, hein, mais je suis restée chez moi. C'était le mercredi matin, donc je suis restée chez moi et je traînais devant la bibliothèque de ma mère et j'ai pris, mais vraiment au titre, Mémoire d'une jeune fille rangée. Et mot jeune fille et rangée, je me suis dit, ah ouais, c'est un peu moi. J'avais vraiment pas confiance en moi, j'étais un petit truc tout effacé. Je fais, ah oui, je vais essayer de lire ça. En espérant que j'allais trouver un roman d'amour un peu fleur bleue, tu vois, un truc comme ça. Et donc, c'était l'autobiographie, le premier volume de Simone de Beauvoir. Et j'ai lu ça. Et là, je crois vraiment, je me souviens de me dire, c'est ça l'intelligence ? Ça sert à ça, un cerveau ? À réfléchir à sa vie. Et tu vois, 4e, je me suis dit, il y a le fait de vivre les choses et il y a le fait d'y penser, de réfléchir, d'analyser, de chercher. J'ai compris qu'il y avait des motivations sous-jacentes aux choses et aux réactions des gens. Et après, qu'on pouvait, même dans un 2e temps, l'écrire et le mettre en scène, quoi.
et en recréer quelque chose, en refaire autre chose. Mais ça a été une révolution dans mon cerveau. J'étais ah, mais Beverly Hills m'avait jamais appris ça à la télé, quoi. J'étais waouh, c'est fou. Et donc là, j'ai commencé à... Elle raconte vraiment, en plus, tu vois, son enfance, son adolescence, qui ont rien d'extraordinaire, Beauvoir. Mais c'est le regard qu'elle porte dessus et ce qu'elle devient après. Et du coup, j'ai commencé à me dire, on peut devenir quelqu'un d'intéressant avec une vie pas intéressante à la base. Et ça, je m'identifiais assez bien. Et en plus, j'ai commencé de ce jour-là, et j'ai fait ça toute l'année scolaire. Alors, c'est un peu aussi les égo-trips quand t'as 14 ans, mais à me raconter le soir la journée que je venais de vivre, comme si je la racontais à un lecteur. Et du coup, à essayer de l'analyser, de machin, de me dire mais en fait, quand Mathilde m'a répondu ça, c'est parce qu'elle m'en voulait de tel autre truc. Enfin, et tout a pris une profondeur plus intéressante, quoi. Et donc voilà, je pensais vraiment, je peux te dater, tu vois, le jour exact où j'ai allumé mon cerveau. Et t'as gardé tes journaux de l'époque ? Et mais j'ai des caisses et des caisses de journaux intimes. J'ai un truc, c'est monument. Je me dis que ma vraie œuvre fondamentale, c'est ça, c'est mon journal intime. Tu les as relus ? J'en relis parfois certains. Ego trip d'auteur. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vraiment pas mal. Après, c'est impubliable en l'état. Je sais pas ce que j'en ferais, mais c'est assez fou, quoi. J'ai dû commencer à 9 ans et des trucs pas intéressants jusqu'à maintenant, quoi. Mais je pense que c'est hyper intéressant. C'est des paroles qui ne sont jamais entendues. Où est-ce que tu entends une vraie voix de petite meuf de 14 ans ? Ça n'existe pas. Enfin, donc, non, mais j'aimerais bien en faire un truc un jour. C'était quand la première fois que tu as défendu ton avis ? Alors, donc, collège, j'étais très effacée. Donc, je lis Simone de Beauvoir, ça allume mon cerveau. Et ça tombe aussi au moment où, donc au collège jusqu'en 4e, moi je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, j'étais dans un arrondissement dégueulasse, quoi. Le plus dégueulasse de Paris, le non-arrondissement, la non-vie, quoi. Le 15e arrondissement. C'est vraiment le synonyme de l'ennui profond. Tu vois, ce truc, il se passe jamais rien dans le 15e, mais jamais, quoi. Quand j'étais petite, c'était Balladur, le député maire du 15e. Tout est dit. Tout est dit, c'était l'horreur. Et donc, mais sauf qu'en fait, c'était un peu... En plus, c'est un truc assez bourgeois, sans être le 16e, mais c'est quand même assez friqué. Et en vrai, on n'avait pas de thunes dans ma famille. Donc, c'était vraiment l'imposture commençait déjà là. On n'aurait pas dû vivre dans le 15e. On a fini par obtenir un logement social. Et du coup, on a déménagé dans le 12e, ce qui était une chute pour moi sociale très violente. Parce que je m'étais habituée à vivre sur la rive gauche et que je découvrais qu'il existait une rive droite. Et donc, je suis retrouvée en HLM dans le 12e sur la rive droite. Et ça, c'est à la fin de l'année de 4e. Donc, il y a vraiment genre, je lis Beauvoir et je commence aussi à avoir une critique sociale sur le milieu dans lequel je traîne, etc. Où il y avait vraiment un truc sur les marques, sur des habitus sociaux qui étaient très forts. Et je commence à envoyer chier les autres élèves de ma classe parce que je sais que l'année suivante, je ne serai pas avec eux, je vais changer d'établissement. Et là, j'ai découvert une espèce de liberté. Genre la meuf qui était la meuf la plus populaire, qui avait une répartie de dingue, j'ai commencé à lui dire en fait, ferme ta gueule, quoi. Oh là là, mais c'est con ce que tu viens de dire. J'argumentais pas, j'avais pas la suite de ma vanne, mais juste, je m'en fous, en fait, dans 3 mois, je la reverrai plus jamais. Et donc, j'ai commencé à donner mon avis à ce moment-là. Et arrêter d'être gentille, quoi. Ouais. Mais parce que j'avais l'assurance que je reverrais pas les gens, quoi. Donc, c'était un peu de la triche. Mais c'était assez fou et en fait t'y prends très vite goût et après ça continuait et après au lycée j'étais même relou, j'étais trop grande gueule, j'étais un peu chiante, quoi. Est-ce que tu dirais qu'avant t'avais peur de donner ton avis et que c'était le fait de pas revoir les gens qui a levé cette peur, ou c'est juste un truc que t'avais jamais fait, ça t'était pas venu à l'idée? Alors, j'en avais plusieurs trucs. J'avais déjà pas forcément un avis vraiment intéressant. Et j'avais vraiment très peur. Moi, je voulais que les gens, ils m'aiment. Je me sentais tellement moins bien que les autres moi, j'étais typiquement... si j'avais eu assez d'argent de poche, j'aurais acheté des bonbons pour m'acheter des amis, quoi, pour leur offrir. Tu sais, on faisait ça à la sortie de l'école. Bien sûr. Et celui qui avait de l'argent, qui allait acheter les bonbons, il était trop populaire. Bon, moi, en plus, j'avais pas les 10 francs qu'il fallait pour aller acheter les bonbons, mais sinon, je l'aurais fait sans aucun problème. Acheter des amis, mais oui, mais je veux.
Donc ouais, j'étais vraiment dans une quête mais d'amour, quoi, qui était assez désespérée. À quel moment tu dirais que tu as dépassé ça, ou qu'est-ce que tu as construit ou trouvé pour ne plus avoir comme ça le besoin de l'amour des autres? Je pense que c'est venu en me trouvant... Alors après, tu sais, c'est très lié aux âges, quoi. Après, tu rentres dans l'adolescence, genre 15-16 ans, où de toute façon, tu trouves que la plupart des gens sont des cons. Donc t'es un peu moins à chercher leur amour, parce que l'amour des cons, ça t'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'étais assez chiante au lycée. J'avais un truc assez méprisant, quoi. Ah ouais, non mais lui, il est vraiment débile. Enfin, donc j'étais effectivement pas à chercher à plaire à ces gens-là. Et c'est aussi le moment où j'ai noué des amitiés très très fortes avec des gens qui sont toujours mes amis. Et donc voilà, il suffisait que ces 3 personnes-là me disent que j'étais quelqu'un de bien, et c'était super. Et c'est drôle, parce qu'il y a pas longtemps, on en parlait justement avec mon meilleur ami. On parlait de quelqu'un qui pue la loose. Il me disait, il a vraiment, tu sais, l'odeur de l'échec sur lui. Et je lui disais, bah ouais, mais regarde, moi, j'ai eu cette odeur pendant hyper longtemps, quoi. Et c'était trop mignon. Il m'a dit, mais non, je sais, t'as cru pendant 15 ans que t'avais l'odeur de la loose, mais il y avait que toi qui la sentais, hein. Je dis, oh, c'est trop joli. Alors, c'était quand la première fois que tu as rencontré et que tu as dépassé un obstacle? Et c'est 2 questions différentes. Est-ce que c'est 2 obstacles différents pour toi? Alors, j'ai l'impression d'avoir eu que des obstacles dans la vie. Mais là, ça fait vraiment Cosette, mais c'est comme ça que je le ressens. J'ai pas eu jamais l'impression qu'un truc était facile pour moi. Après, je suis quelqu'un pour qui vivre est compliqué. Genre, trouver une raison de se lever le matin, enfin, tu vois, genre, pourquoi on vit, c'est compliqué. Et ça a été, pendant très longtemps, j'étais hyper envieuse des gens pour qui les choses, ça va de soi, quoi, qui sont légers, qui vont dans la vie comme ça. Et moi, j'étais, pourquoi est-ce que moi, je pèse 3 tonnes, que tout m'écrase, que... Donc, les obstacles, tu vois, c'est vraiment tout. Genre, l'air ambiant est un obstacle pour moi pour me lever. La couette est un obstacle pour me lever le matin. Je suis tellement bien là. Donc, j'ai vu que des obstacles. Le fait de ne pas avoir d'argent a été un truc qui, très, très tôt, m'a quand même... aussi, j'ai perçu l'obstacle social très, très vite. En me disant, tu vois, je voulais faire des classes prépa, mais je ne pouvais pas parce qu'il fallait que je bosse. Enfin, tu vois, que tu ne bosses pas en faisant hippocagne-cagne. Non. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça, de choix purement matériels qui étaient dictés par ça. Et quand est-ce que j'ai dépassé l'obstacle ? Je crois pas avoir dépassé un obstacle précis, c'est juste j'ai réussi à sortir de la merde. Et ça, par contre, je l'ai vraiment senti très très fort. Et c'est arrivé, je peux même te dire, à 30 ans. Pourquoi ? Désolée les auditrices qui sont jeunes, c'est un petit peu désespérant, mais parce qu'à 30 ans, j'ai pas arrêté de flipper sur la thune, mais j'ai eu de quoi assurer mon loyer et ma bouffe, quoi. Et arrêter de me priver en permanence. Et je me suis dit, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça change dramatiquement. Et après, du coup, maintenant, je me dis, de toute façon, je sais vivre avec très peu d'argent. Donc, mais vraiment, l'obstacle, c'était de ne pas avoir de thunes, quoi. Et alors, forcément, en vivant à Paris avec des loyers qui sont dingues, enfin, et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc je suis sortie de la merde plutôt que franchir un obstacle. C'est intéressant parce que, de la façon dont tu le racontes, tu conçois pas du tout. À aucun moment tu te dis que t'aurais pu abandonner ou ralentir ton ambition et tes envies d'écrire. Parce que, en fait, pour plein de gens, pour d'autres gens plutôt, tu vas regarder le problème. Le problème, c'est j'ai besoin d'argent. La solution, c'est je vais donc faire un job qui rapporte de l'argent et bye les rêves d'écriture. Ouais. J'y ai pensé, non mais je pense que de 20 à 30, j'ai vraiment passé mon temps en état maniaco-dépressif, tu sais. Ouais. Des phases euphoriques où tu dis, mais bien sûr, ce que j'ai écrit, c'est génial et tout va marcher et ma vie va être formidable. Et la dépression, genre en fait, non, je vais tout arrêter, je vais me faire embaucher au McDo et puis peut-être j'aurai la chance de devenir manager. Et donc je pense que j'ai vraiment passé 10 ans là-dedans, mais en vrai, j'ai toujours su que je pouvais pas... c'était au-dessus de mes forces de prendre un job, un CDI en fait. C'était le CDI. Je faisais des CDD, mais à chaque fois qu'on me proposait un CDI indéterminé, c'était pareil avec mes mecs. Hein, j'étais là, ah non, je peux pas. C'est un engagement trop lourd. Et par contre, ce qui est terrible, c'est la pression de l'entourage.
Je sais que j'avais des amis. Je l'ai senti le moment quand tu approches 27, 28 ans. Et où tes amis commencent à te dire mais en fait non mais tu sais tu pourrais écrire mais en fait prendre quand même un vrai travail et puis le week-end tu pourrais écrire et tout, et là tu dis en fait il croit plus en moi, ça fait trop longtemps que ça traîne, il n'y croit plus. Et j'ai hyper souffert de ça, et je me suis même fâchée avec des gens qui me tenaient ce discours, que maintenant je me rends compte que oui, enfin, tu vois, c'est normal de dire ça à un pote que tu vois en galère, qui a pas de thune, de lui dire en fait va travailler. Mais je l'ai vraiment très très mal pris à ce moment-là, quoi. Et j'ai été quand même jusqu'à passer les premières épreuves du CAPES. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, mais je veux pas être prof de français, quoi. Et comme je suis un peu obsédée par la mort et le fait qu'on ne vit qu'une fois et tout ça et machin, enfin, vraiment j'ai des angoisses morbides hyper lourdes. Je me dis, non, je ne peux pas, c'est comme si je me suicidais, quoi. Donc voilà, donc j'ai tenu bon. Pour revenir à tes amis, enfin ceux qui tiennent le discours, peut-être trouver un vrai travail, pour moi c'est l'évolution du « sois gentil », on le dit aux petites filles, « c'est pour ton bien », on le dit aux femmes adultes. Je suis pas sûre que ce soit vraiment genré, je crois que c'était vraiment... en fait, t'es dans la merde, meuf, quoi. Et en plus, je vivais à un moment, je me souviens, pour mon 29e anniversaire, j'avais tellement plus rien, j'avais plus une thune, rien, niette, je pouvais juste payer mon loyer, que pour mon anniversaire, mes amis se sont cotisés pour faire mes courses. Ils m'ont offert des paquets de pâtes, du parmesan, du beurre, enfin, c'était mon cadeau de 29e anniversaire, ce qui était super. Mais donc, quand on est à ce niveau-là de loose, je dis oui, je comprends que les gens m'aient dit, en fait, va chercher un travail. Parce qu'à ce moment-là, tu t'étais que par l'écriture, ou tu avais quand même un job alimentaire? J'étais toujours assistante d'éducation, pionne. Ouais. J'avais ce truc-là, mais c'est pas comme si ça gagnait vraiment beaucoup. Ça payait à peine le loyer. Moi, j'ai vécu grâce aux APL, mais merci les APL, quoi. Et après, je faisais des piges. Mais je me souviens, par exemple, je pigeais pour un site qui s'appelait Fluctuate. Je donnais le blog sexe. J'étais payée 15 € l'article. T'y crois, ça? 15 €. C'est vrai. Donc ouais. 15 €, tu vois, pour te payer tes courses. Pour avoir un SMIC à la fin du mois. Voilà. Et j'ai fait un stage aux Inrock aussi. Ah oui, c'est ça, quand j'étais pionne, j'ai aussi fait un stage, mais les indemnités de stage, qu'est-ce que tu veux faire avec des indemnités de stage? Ça paye pas un loyer parisien. Non, tu vois, c'était... Et je me souviens de la panique tous les ans, c'était à échéance, il fallait payer l'assurance pour mon studio. Et j'étais là, comme j'étais tellement ric-rac, je m'en sortais, mais quand il fallait sortir les 200 € d'assurance annuelle, j'étais « Oh putain, merde! Comment je vais faire, quoi ?» J'ai donné des cours particuliers. Ça m'impressionne vraiment qu'avec toute cette pression, tu as réussi à écrire. Moi, j'écris aussi, hein, c'est mon job aussi, mais alors, quand je vais mal, il n'y a rien qui sort, tu vois. Je peux pas avoir une pression comme ça. Enfin, je ne m'imagine pas avoir une telle pression et quand même réussir à avoir l'esprit dégagé. Ouais, mais en fait, ouais, mais ça a vachement nourri l'écriture. Et tu vois, mon blog, tout le début, ça ne parle en fait que d'argent. Quand j'ai bossé sur le manuscrit pour en faire un livre papier, je me suis rendu compte que je passais mon temps à parler de problèmes d'argent et de précarité et de à quel moment tu fais des concessions avec tes rêves, avec la société. Et du coup, je pense que cette espèce de rage et de colère, ça nourrissait justement l'écriture. Donc moi, ça m'a plutôt poussée et motivée là-dedans. Et j'ai plutôt peur de plus réussir à écrire parce que maintenant, je suis installée. C'est vrai ? Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est plus ça qui me fait peur. Est-ce que c'est un peu le syndrome de l'artiste maudit où t'as besoin de galérer pour avoir de la matière? D'accord. Bah ouais, si t'es heureux, qu'est-ce que tu veux écrire? T'écris pas parce que t'es heureux, ça n'existe pas. T'écris parce que ça va pas bien. Enfin, sinon, tu ferais autre chose. Non, c'est vrai, ok, je m'identifie. C'est des gens qui vont pas bien qui écrivent, forcément. C'était quand la première fois que t'as douté de tes capacités? Est-ce que tu as douté de tes capacités? Parce que de l'histoire que tu racontes, j'ai l'impression que c'est... Au contraire, tu avais une conviction dans ta capacité à écrire à l'épreuve du doute. Alors, j'avais une grande théorie sur la volonté. Et ma meilleure amie, on en parlait, c'était un peu comme... c'était l'autre dichotomie entre les animaux qui ont des épaules et les animaux qui n'ont pas d'épaules. T'as jamais joué à ça? En fait, tu peux classer les animaux en fonction s'ils ont des épaules ou pas des épaules. C'était un peu binaire, effectivement. Et donc, elle croyait à l'intelligence et à une espèce de don. Et moi, j'étais persuadée que, en fait, c'était la volonté qui faisait tout.
J'étais un peu macroniste, en fait, quand j'y pense. Et donc, c'est pas que je croyais en j'écris bien. Je me disais, si je travaille suffisamment, je peux réussir à bien écrire. Mais c'est un truc, je suis toujours convaincue de ça. Que la différence, j'ai des amis qui étaient doués, mais vraiment, vraiment doués, qui avaient des facilités incroyables, qui n'en ont rien fait parce qu'ils n'ont jamais bossé, quoi. Et moi qui écrivais beaucoup moins bien que les autres, j'ai bossé, et du coup, voilà, j'ai fini par m'améliorer et réussir à en vivre. Donc c'était vraiment la question de pas... c'est pas que j'ai douté de mes capacités, si, tout le temps, tu vois, en permanence. En plus, j'ai un truc, mais que j'avais aussi quand j'étais petite. Je suis toujours convaincue que les versions de moi d'avant sont meilleures que moi maintenant. Ah T'as bon? pas ça? Non. Pourquoi? Eh ben, je sais, je me souviens très précisément être en première au lycée et trouver que intellectuellement je commence à dépérir et relire mes dissertes de l'année précédente en seconde et me dire putain, c'était tellement génial ce que je faisais à l'époque. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire maintenant, j'ai une vision, je relis pas mes articles, mais je me dis cet article que j'ai fait en 2011, c'était fou, mais je serais incapable d'écrire ça maintenant. Et donc je pense toujours que j'étais mieux, pas que la société, mais moi j'étais mieux avant. Et que je suis sur une pente d'échéance permanente. J'ai pas ça. Au contraire, je suis très sévère avec moi-même. J'ai tendance à me revoir dans le passé et à avoir des micro-regrets. Ouais. Pas comme si je vais pas pouvoir vivre si je corrige pas mes erreurs, mais plutôt le côté, si seulement je pouvais revenir en arrière et changer ça ou ça. Et j'ai récemment eu ce que tu décris sur des vieux articles où je suis retombée dessus, je les ai lus et je me disais, j'ai fait ça. Et j'ai eu une première vague de waouh. Pourquoi j'arrive plus à faire ça? Voilà. Et je me suis automatiquement dit, mais non, t'es con, si tu l'as fait, c'est que tu sais le faire. Donc, on remonte la barre. C'est que j'étais juste, mais je te rejoins sur la volonté, j'étais juste pas assez exigeante avec la moi actuelle. En relisant celle que j'avais été, je me dis, qu'est-ce qui se passe, allez, remonte la barre, tu vois, c'est trop bien. Donc, ok. Donc, j'ai pas douté de mes capacités, parce que la capacité de travail, pour moi, l'emportait sur le reste. Par contre, j'ai douté de tout le reste, tu vois. C'est-à-dire tout le reste? De réussir à en vivre, de réussir à sortir de mon caca existentiel, voilà, ça en permanence. Ça, c'est plus lié aux autres, c'est au facteur extérieur à toi. Ouais, au facteur extérieur et et il y a quand même, tu vois, un peu toujours le moment où tu te dis, mais ça revient sur les problèmes de légitimité. Et c'est marrant, je pensais que j'avais réglé les problèmes de légitimité et je suis en train d'écrire un truc qui me pose un énorme problème de légitimité. J'écris sur un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste du tout. Voilà. Donc, et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai toujours cette question de... Je pense que je peux bien écrire sur ce sujet, mais les gens ne voudront pas lire, mais en fait, t'as raison, c'est toujours les autres, parce que j'ai pas le label ou j'ai pas le diplôme qu'il faut, ou voilà, je viens pas des bons milieux. Mais t'as raison, en fait, c'est toujours lié au regard des autres là-dessus. Parce que c'est les autres qui te légitiment, quoi. Je pense que c'est un excellent conseil de se focaliser sur son travail, sa capacité de travail, parce que c'est un truc qui dépend de toi. Ouais. Et comme ça, c'est forcément, si t'as la solution, c'est... Peu importe le problème qui se pose, c'est toi mais la c'est solution. pour ça que le faire, tu vois. Genre, tu fais quoi dans la vie? J'écris, je fais. Je suis dans le concret. C'était quand la première fois que tu t'es fait confiance? Alors, c'était clairement pas sur une pratique sportive, ça c'est sûr. Là-dessus, je ne me fais pas confiance. Alors, assez tôt, j'ai remarqué chez moi cette tendance à toujours faire le mauvais choix. Le choix le plus compliqué, tu vois, le mec avec qui il faut pas coucher, comment résister, enfin, être plutôt là-dedans. Mais j'ai toujours cru en ma capacité à me sortir de ma merde après. Donc du coup, je me disais, vas-y, plonge dedans, t'arriveras à t'en sortir après. Voilà, ça fonctionne plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où t'as voulu... où t'étais face à un problème dont t'arrivais pas à te sortir et qui t'a donné envie de fuir et de tout plaquer? Alors, j'ai vachement fantasmé sur partir loin, et ça m'arrive toujours. Un peu moins maintenant que j'ai des enfants, mais ça m'arrive toujours, disparaître. C'est un truc hyper séduisant, et j'adore dans les films les histoires de disparition, je sais pas, dans Six Feet Under, il y a ça. Il y a un personnage de femme, en plus de jeune mère
qui disparaît. Maya. Ouais, qui s'évapore, mais vraiment, Leftovers, enfin, c'est vraiment un truc qui me séduit profondément. Mais après, je sais que je suis absolument incapable de faire ce genre de truc. C'est mon auto-fantasme, c'est me dissoudre, mais en vrai, je suis une petite meuf besogneuse. Quand j'ai un rendez-vous, j'arrive toujours 5 minutes à l'avance. Enfin, tu vois, je suis hyper carrée. Je lâche rien. Quand je prends un engagement, je le tiens jusqu'au bout. Enfin, voilà. Donc, t'es jamais partie seule ? Non, ça m'intéresse pas. Alors, je sais que c'est hyper classe de dire ouais, j'aime bien partir à l'autre bout du monde seule, me retrouver avec moi-même, m'ouvrir aux autres. Mais en vrai, je me ferais sacrément chier. Alors, je travaille déjà seule toute la journée dans mon bureau. Mais alors, partir en vacances seule, non. En vacances ou en voyage ou en reportage ou partir loin, seule. Non, je me ferais chier, quoi. Vraiment. Non. Alors, je pose une question qui va dans l'extrême inverse, au contraire de fuir et d'abandonner. C'était quand la première fois que tu as défendu une idée ou un projet, mais avec les tripes et contre tout le monde entier s'il aurait fallu ? S'il avait fallu. C'est une bonne question. C'est peut-être mon premier roman. C'est peut-être Les Morues que j'ai défendu vraiment en y croyant, quoi. En me disant, c'est pas que je me disais, j'ai mis vachement de temps à l'écrire, j'ai eu des premiers retours, j'ai recorrigé, la volonté, la force de travail, j'y crois à mort. Donc je l'ai réécrit entièrement 5 ou 6 fois, quoi, vraiment. Mais à la fin, c'est pas que je me disais ce que j'ai écrit, c'est génial. Ça paraît même encore plus méprisant. Je me disais, c'est quand même moins mauvais que ce que font les autres. Et c'est un de mes gros points. C'est pas que je me dis ce que je fais c'est super, c'est que je me dis les autres sont vraiment très très mauvais, quoi. Je suis un tout petit peu moins mauvaise que d'autres. Et donc je m'étais dit franchement ça va, quoi. Par rapport, je vais pas donner des noms d'auteurs, mais ça va. Et j'avais mis tellement de temps à l'écrire et il fallait qu'il soit publié, ce bouquin-là. Et je l'ai défendu et je suis allée le défendre auprès d'éditeurs, etc. Et je suis notamment j'ai eu deux grosses maisons qui étaient intéressées. Une qui me disait c'est très bien, mais alors il va falloir choisir parce que c'est soit un roman policier, soit un roman générationnel, soit un roman de femme. Donc vous choisissez l'un des 3 angles et vous réécrivez. Choisis une case. Ouais, choisis une case. Mais parce qu'en plus, les maisons d'édition fonctionnent par collection. Donc pour savoir si on te met dans la noire, dans la blanche ou dans la rose, ou tu vois. Et donc j'avais dit en fait non, ça va pas être possible. L'idée était de pas choisir quand donc je leur ai dit non. Alors que je crois que c'était Grasset, tu vois, c'était classe. Mais bon. Après, j'ai une autre grosse maison qui m'avait dit on vous le prend, super, vous n'avez même pas besoin de réécrire. Nous, on pense que ça va être un carton, ça va être un excellent roman de plage. Et ça parle de viol et de la révision générale des politiques publiques. Ça n'est pas un roman de plage. J'ai dit si, alors attends, parce que nous on s'occupe d'Amélie Nothomb, alors regarde la couve qu'on va te faire et puis machin. Et j'étais ok, ça va pas être possible. Et j'ai dit non. Et donc j'ai refusé ça et je suis allée au Diable Vauvert qui est dirigé par une meuf super punk qui est une petite maison indépendante, mais où je savais qu'ils avaient compris ce que j'avais écrit, quoi. Donc là, j'ai eu l'impression de défendre mon truc, en plus vraiment face aux tentations de un chèque avec des zéros dessus. Surtout vu ce que tu viens de raconter sur ton rapport à l'argent. Ouais, mais je suis restée... Alors je reviens sur je suis moins mauvaise que les autres. Ouais. Merci beaucoup d'avoir dit ça, parce que vraiment je me sentais coupable de penser ça aussi. Mais j'ai commencé à écrire et je suis sur des projets, et ce qui m'a décidé c'est Twilight, 50 Shades of Grey et même Game of Thrones que j'ai lu. Ouais. Et alors même en anglais, tu vois, mais j'ai d'abord entendu parler évidemment par les films, par la série, et donc derrière je me suis intéressée aux livres parce que je préfère lire, et quand je me suis rendu compte que c'était aussi mal écrit et en fait désolé, même Dan Brown qui fait des best-sellers, il fait toujours le même plan.
sans aucune originalité. Du coup, c'est toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnages, mais dans des décors différents. Vraiment, tu me la fais pas, mec. Et c'est en lisant ça que j'ai fini par me dire, je crois que je peux faire mieux. Mais ça te fait pas ça en journalisme? Si, parce qu'en journalisme web, parce que je pense que j'ai commencé à écrire pour Mademoiselle en 2012 et à temps plein en 2013, et c'est une époque où le journalisme web était complètement méprisé. Je veux dire, la version web des sites d'information, c'était n'importe quoi. Mais c'est toujours un peu n'importe quoi. Alors, je suis pas d'accord pour Slate et Libération, la version numérique de Libération, quand c'est Johan Fnagel, c'est ça, qui a pris la direction il y a 2 ans, je crois, et il a fait son travail est fantastique. Je me suis abonnée à Libération depuis que Libération a une version web qui tient la route et qui est très 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 bien faite. Le Monde aussi avait un peu bossé. mais effectivement, au début, dans les années 2010, c'était vraiment n'importe quoi. C'était YOLO complet, quoi. Donc forcément, tu te dis, ouais, alors que c'est compliqué le journalisme, parce que tout le monde a fait une école et tout. J'ai pas fait d'école de journalisme non plus, tu vois. Et ils écrivaient tous pareil, ils faisaient tous les mêmes sujets de la même manière, avec les mêmes stéréotypes. J'étais là, ok, en fait, je pense que je peux réussir à faire ça. Ça doit être possible. Donc, mais ça marche bien. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Tu peux admirer vachement quelques personnes, mais regarde ce que font les autres que tu n'admires pas et compare-toi à eux. C'est aussi vachement valorisant. Oui, puis c'est pas la peine de les descendre. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est un truc que je me suis dit à moi pour moi et qui me sert à tu sais, quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure, la fameuse citation. Mais jamais je vais au quotidien venir dire ou publier sur mes réseaux ou quoi. Lisez-moi car je suis la meilleure sur le sujet. À la limite, ça, je pourrais le faire, mais j'irai pas dire et regardez comme les autres sont nuls. Et tu vois, sur les problèmes de légitimité, le fait, si on n'arrive pas à se dire je suis vraiment bonne dans tel domaine, le fait de se dire en fait, je suis moins mauvaise que les autres, je pense que ça te libère aussi d'un truc. C'est plus simple de te le présenter comme ça. Surtout quand tu viens j'ai longtemps pensé que j'étais la plus mauvaise ou que j'étais dans les derniers, dans les mauvais, etc. quoi, ça fait un truc. Alors, je voudrais qu'on parle un peu féminisme, parce que... qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton sujet. Tu m'as isolé comme question. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. Ouais, et c'est ce que je raconte au début de Libéré. En fait, c'est arrivé super tard. C'est arrivé, je me suis rendu compte que j'étais une femme et de ce que ça voulait dire être une femme il y a peut-être 3 ans. Donc à 35 ans. Ce qui est tardif comme révélation. En fait, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que moi, à titre personnel, je vivais des discriminations de genre. Je voyais les discriminations sociales, je voyais bien qu'effectivement, le fait de pas avoir de thunes était un putain de problème dans la vie. Mais du coup, je mettais beaucoup de choses sur le compte, soit du social, soit pendant très longtemps, genre je suis jeune. Tu vois, on m'écoute pas en réunion parce que je suis jeune, parce que je suis stagiaire, parce que... Voilà. Et en fait, il y a plein de discriminations. Il faut avoir passé les 30 ans pour te rendre compte, en fait, je suis toujours pas crédible en réunion. Et c'est là où tu te le prends vraiment dans la gueule. Et donc, comme c'est à peu près le moment où tu peux plus te dire c'est parce que je suis jeune, et c'est le moment, souvent quand tu fais le choix d'avoir des enfants, c'est à peu près vers cet âge-là, je me suis pris les 2 dans la gueule et je fais putain, en fait, je suis une femme et c'est une grosse arnaque. Et ça, vraiment, ça a été une révélation. Je me suis retrouvée à faire des tâches ménagères, quoi. Moi, qui étais la meuf super bordélique et machin, en fait, non, quand t'as des enfants, il faut que tu ranges, tu ramasses les jouets, tu fais la bouffe. Et ça a été la claque absolue. Je pense que ce sera la claque entre mes 30 et mes 40 ans, ça a été ça, découvrir que j'étais une femme. Alors que j'étais ultra féministe, mais j'étais féministe pour les autres. Je trouvais ça terrible que les femmes, elles gagnent moins que les hommes, mais sans me dire que moi, je gagne moins qu'un homme. Tu vois, en plus payé en pige et tout, tu t'en rends pas compte. Et du coup, c'était vraiment, j'étais hyper militante, j'écrivais des trucs féministes, mais pour les autres. Ce qui est aussi très féminin, en fait. Bien sûr. D'être dans l'attention aux autres et les femmes ont du mal à revendiquer pour elles-mêmes, mais elles revendiquent plus facilement pour les autres catégories. Donc voilà, donc j'étais, les pauvres femmes, mais limite, tu vois, celles qui n'ont pas ma force et n'arrivent pas à s'en sortir. Discours absolument dégueulasse, on est d'accord. Mais, et donc là, les 35, j'ai fait,
En fait, non, pauvre Titiou avec ses problèmes de chaussettes sales et son ménage. Et ouais. Est-ce que tu dirais que c'était un déclic en particulier ? Tu vois, c'est un moment, un jour Ça a vraiment... c'est vraiment lié à l'écriture de ce livre. C'est la première fois que le fait d'écrire un livre change un truc dans ma vie concrète, ce que je trouve assez fou. À la base, je voulais écrire un article sur Instagram. Et tu vois, donc on a toutes fait cet article, les maisons parfaites, les familles parfaites, les enfants parfaits, les meufs parfaites. Et donc j'avais commencé à bosser là-dessus, et vraiment sur le côté les maisons, parce que je regardais ma baraque qui était dans un bordel, qui était sale, quoi. Enfin, ouais, il y avait du caca sur les murs. Comment c'est possible de mettre de la merde sur les murs des toilettes ? Eh ben, un enfant peut le faire. Et je me suis dit, mais ça, on voit pas ça sur Instagram. Puisqu'on est entre nous, je peux raconter un autre truc. J'ai failli le poster sur Twitter la semaine dernière. J'aimerais qu'on m'apprenne. Alors, ne me réponds pas, il suffit d'utiliser une Moon Cup. Quand on a ces règles, qu'on utilise un tampon, comment est-ce qu'on fait pour retirer son tampon sans qu'il y ait des giclées de sang qui viennent sur les murs ? Je n'ai pas la réponse, mais je veux bien la réponse. Voilà. Non, mais tu vois, c'est dégueulasse, quoi. Je me suis retrouvée à éponger mon mur. Mais... Après, je me suis dit, peut-être qu'aussi, il faudrait changer plus souvent ton tampon. Pas attendre qu'il soit totalement imbibé et qu'il y ait des filaments qui viennent, tu vois, voler sur les murs. Mais bon, donc autant dire qu'entre ma vie quotidienne et Instagram, il y avait vraiment un monde entre les deux. Je me disais, comment c'est possible ? Donc j'ai commencé à bosser sur Instagram, tout ça, à étudier, à écrire là-dessus. Et du coup, à réfléchir à la maison, parce que j'ai toujours été très les maisons. Et Mona Chollet venait de sortir Chez Soi et tout. Donc j'étais, la maison, l'espace intérieur, les femmes... Et au fur et à mesure que les femmes, les tâches ménagères, les enfants, les discriminations, et j'ai commencé à... Le matin, j'écrivais, et après, je me regardais faire. Un peu comme quand j'ai lu Beauvoir, tu vois. Et genre, je me regardais le soir en train de m'occuper de mes enfants et tout. Et plus le temps passait, je me suis dit, en fait, je me fais vraiment arnaquer. En fait, je fais tout dans cette maison. Et ça a vraiment été j'écrivais un chapitre et je me regardais faire, et ça renourrissait le chapitre que j'écrivais. Il y avait un va-et-vient entre mes recherches théoriques, l'écriture et ma vie quotidienne qui était assez fou, quoi. Et donc, c'est comme ça que la prise de conscience s'est faite. Et du coup, ça a changé, forcément. À un moment, j'ai dit, en fait, on va changer de notre manière de vivre, parce que ça ne va pas. Mais parce qu'en plus, si j'ai bien compris ton histoire, je comprends les couples dans lesquels la répartition des tâches ménagères est déséquilibrée, quand c'est la jeune femme qui a été éduquée comme ça, et qui, même quand elle était célibataire, tenait sa maison d'une certaine façon. Elle se met en couple, donc les choses sont faites comme elle veut, parce qu'elle a un standard de propreté plus élevé. Et donc, à la fin, quand t'as un déséquilibre, je comprends d'où ça vient. Mais si j'ai bien compris, t'étais pas la parfaite ménagère. J'étais pas la parfaite ménagère, mais je vis avec quelqu'un qui est encore moins le parfait ménager. Donc, tu vois, entre deux bordéliques, à bien un moment, il y en a un des deux qui est obligé de craquer. Et je pense que l'autre truc, alors pour le coup, j'en parle pas dans le livre, mais qui a vachement joué dans notre cas, c'est que je bosse chez moi, quoi. Et que bosser à la maison, c'est l'enculade assurée. C'est-à-dire que, ouais, toi, ta pause déjeuner, tu te dis, je vais faire tourner une machine, parce que comme ça, ce sera fait, le linge sera propre. Donc, t'es en permanence en train de travailler et t'occuper de la maison, quoi. Donc, je pense que ça a vachement joué. Et puis, du coup, le fait d'être freelance, t'es toujours disponible en cas d'enfant malade. Ouais, c'est plus facile pour toi. Bon, en plus, t'es à 500 mètres de l'école, donc c'est difficile de dire, non, chérie, tu vas prendre le métro, annuler ta réunion et venir chercher le gamin. Donc je pense que tout ça, plus le congé maternité, plus plein de trucs, ont fait qu'on s'est retrouvés dans un truc totalement déséquilibré. J'en profite parce que donc, quand tu faisais la promotion de ce livre, il y avait une vidéo, je pense que tu as fait pour l'Obs, où tu racontes le coup du pédiatre, je crois. Et les commentaires m'ont halluciné. Je me suis fait lyncher. Un petit peu de contexte. Donc, dans cette vidéo, tu racontes que vous partagez les tâches avec ton compagnon, et que c'était à lui d'emmener l'enfant chez le pédiatre. Il fait qu'il avait mal à l'oreille. En fait, il l'a pas fait. Et du coup, le gamin avait le tympan perforé, mais ce que je raconte dans le truc, genre, je savais j'étais sûre qu'il avait une otite. Mon mec disait non, mais je pense pas, il a pas d'otite, il a pas de fièvre. Et je me suis dit, mais non, je craquerai pas, je l'emmènerai pas chez la pédiatre, ça va, quoi. J'en ai ras le cul, c'est son tour. Et donc, la crèche a fini par m'appeler. Oui, bonjour, votre enfant a un tympan perforé, il est exclu, faut venir le chercher. Et je vais raconter le truc dans l'Obs, mais je pense que je l'ai mal raconté, et en plus, ça a été mal monté. Et nous ne parlerons pas de journalisme web, mais en l'occurrence, ça a été très, très mal monté. Et
Et résultat, les gens se sont dit, son enfant est devenu sourd, c'est sa faute. Enfin, tu vois, vraiment. Alors en fait, un tympan perforé, c'est pas grave. À cet âge-là, c'est pas grave. Ça lui était déjà arrivé plein de fois. On est une famille à otite, on en a tout le temps. Enfin, tu vois, c'était pas dramatique. Mais ça a été monté sur un truc hyper grave, quoi. Et je me suis fait lyncher, évidemment, parce qu'en vrai, la mère, elle est censée s'occuper du bien-être de ses enfants. Mère indigne. Et voilà. Mais je m'en voulais un peu de cette histoire. Je me disais, ouais, c'est ma faute aussi. Je me suis fait lyncher parce que j'ai pas bien raconté le truc, parce que j'ai pas demandé à vérifier le montage après, avant que ce soit mis en ligne, parce que voilà. Mais tu sais quoi, moi, sans a priori, j'ai juste donc vu la vidéo, enfin, je l'ai écoutée, j'ai lu les sous-titres et tout, et je n'ai pas eu cette impression-là. Je n'ai pas eu l'impression de... ce que les commentaires laissaient retranscrire, c'est que, ok, elle a laissé son gamin souffrir pour démontrer quelque chose, gagner un bras de fer idéologique. Fait, non, désolé, c'était assez... Moi, je trouvais au contraire c'était clair la façon dont tu l'exprimais, mais je pense, c'est mon avis personnel, je pense que tu pouvais la raconter, cette anecdote, de quelque façon que tu veuilles. Ça serait pas passé. C'est ta faute, t'es la mère. Donc, s'il arrive un truc à ton gamin, c'est mère indigne. Voilà, ouais, mais comme je suis vachement dans un truc de pédagogie, tu vois, quand j'écris, quand j'explique, je me dis toujours, partons du principe que les gens ne sont pas d'accord avec moi et voilà, essayons de leur expliquer pour faire un peu avancer les choses. Et du coup, là, j'ai trouvé que j'avais pas été bonne, quoi. Mais, et après, il y a eu l'autre, c'est devenu ma flip. À qui c'est arrivé ? Putain, c'est quelle meuf qui a fait... ils lui ont fait dire en titre d'interview qui est paru un truc qu'elle avait pas du tout dit. Ah, mais c'est Caroline de Haas, non ? C'est Caroline de Haas. Sur un homme sur deux est un violeur. Voilà. Et ça m'a fait super flipper parce que en fait, je me dis en interview, je pourrais pas lancer des trucs comme ça. Et effectivement, tu coupes, tu mets hors contexte, tu mets ça en titre et bah ouais, ça passe pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, faut demander, moi qui demandais jamais à relire les interviews, je me dis en fait, faut demander systématiquement et à relire l'interview et à savoir quel sera le titre. J'ai du mal à savoir d'où vient effectivement cette pratique. Je pense que ça se faisait beaucoup sur les interviews des hommes politiques. Tu mets un truc catchy pour que ça clique, ouais, pour attirer le regard. Mais je pense que beaucoup de rédactions ne se rendent pas compte que si tu fais ça à une femme militante, en plus, jeune, en plus, tu vas juste lui déclencher une vague de cyberharcèlement parce que c'est tout de suite un effet meute et tu vas pas pour autant récolter tant de clics parce que les gens ne vont pas lire, ils vont juste réagir sur la punchline. Non, et du coup je pense que il y a une vraie responsabilité des journalistes web qui sont pas perçus pour l'instant, mais qui est la même responsabilité. Là je regardais les trucs d'Enthoven, tu vois, avec Rokhaya Diallo, il la jette au chien, quoi. Faut qu'il arrête parce que sa manière de reformuler ce qu'elle dit d'une autre manière, etc. Enfin bon, je pense qu'il y a une responsabilité sur la manière dont on relaye la parole des autres. Et qui est un truc dont les gens ne prennent pas la mesure pour l'instant. Donc je considère que sur cette vidéo, mon histoire, je la trouve toujours cool. Et dans le livre, elle est bien racontée, et voilà. Mais il y a eu un problème sur la manière dont c'était mis en image. Ouais, je comprends. Je pense que ça nous absout pas collectivement aussi d'avoir un esprit critique, en fait, d'avoir du recul, de recourir à l'insulte quand t'as un avis divergent. Je comprends pas à quel moment on a commencé à avoir ça, quoi. Mais que ce soit sur ton histoire ou sur Enthoven et Diallo, en fait, il s'exprime de façon très, comment dire, enfin, il l'insulte pas quand il répond à ses tweets ou à ses propos. Et oui, je trouve ça hallucinant que tu puisses pas avoir une discussion ou un débat sans que ça déclenche d'un côté ou d'un autre du harcèlement. Et moi j'ai vécu ça sur Mademoiselle, je le fais plus du tout, mais j'ai fait je pense 3 articles sur des vidéos sur YouTube, donc c'était Guillaume Play et Rémi Gaillard, et j'ai arrêté parce que mais à mon corps défendant, je déclenchais une vague de cyberharcèlement sur ces mecs-là. Et c'est pas parce qu'ils ont des millions d'abonnés que c'est ok de leur tomber dessus à 100, 1000, je sais pas combien de meufs. Du coup, j'arrivais à mobiliser entre guillemets par mes articles, mais aller leur pourrir leurs réseaux sociaux ou les insulter, je suis pas d'accord, quoi. J'étais vraiment pas d'accord de voir Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot traiter Rémi Gaillard de connard et tout sur un plateau télé. Je vois pas en quoi ça fait avancer le débat. C'était pas du tout mon point. Mon point, c'était
vous voyez, on a un problème, on ne sait pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Démonstration, cet humoriste, grand public, en fait ce sketch et 2 millions de personnes mettent des pouces en disant trop drôle, trop marrant. On a un problème de société. Je pense pas qu'en lynchant Rémi Gaillard, on règle le problème de société, tu vois. Donc, ouais, mais ça, c'est hyper compliqué parce que du coup, à quel moment. Non, mais c'est là où je trouve que les articles de Mademoiselle, tu vois, sont nettement au-dessus. C'est que vous arrivez toujours effectivement sur le problème de fond et pas sur le truc en apparence. Mais je trouve ça hyper compliqué d'être dans le regard critique sans être non plus à... Alors si, moi je me dis, typiquement, on sait, une entreprise, une marque, on peut y aller, tu vois. Ouais. Oui, tu vois, pauvre community manager qui va s'en prendre plein la gueule, mais t'es payé pour ça, c'est pas très grave. Mais c'est compliqué, là. Moi, je voulais faire... ça fait longtemps que je me dis, il faut que je fasse un article sur Eindhoven. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué quand tu prends sur vraiment une personne qui a une présence en ligne et tout. Je dis, ne pas être dans... En plus, moi qui aime bien la vanne un peu gratuite, il y a des trucs que j'ai écrits il y a quelques années que je ne publierai plus maintenant. Parce que c'est de la vanne trop gratuite et que les gens sont devenus trop fous, quoi. Mais Internet a changé. Je pense que Internet a beaucoup évolué. Société a changé. Oui, aussi. Tu faisais partie des premières à avoir investi cet espace d'expression. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu prendrais les mêmes libertés ? Est-ce que c'est toujours un espace de liberté, en fait, Internet, aujourd'hui, pour toi ? Non. Ah non, plus du tout. Mais pour moi, à titre tu vois, individuel sur l'usage que j'en ai, quoi. Ça l'est plus du tout parce que ouais, je fais hyper attention à ce que je publie et qu'il y a, même si on savait qu'on avait une part de responsabilité déjà à l'époque, mais même dans les tons des blagues, dans plein de trucs, c'est comme quand je sais plus je regardais un film l'autre jour avec mon mec qui m'a sorti cette phrase incroyable. C'était Tenue de soirée, le film. Il me dit, mais tu vois, ça c'est un film qui sortirait plus en salle maintenant. Je me dis, tu peux pas dire ça. Et en fait, j'ai un peu ça avec Internet. Il y a plein de trucs qu'on aurait écrits il y a quelques années qu'on n'écrirait plus. Et c'est pire que ça. Moi, j'ai plein de potes qui ont nettoyé leurs profils, qui sont remontés dans leurs archives de statuts Facebook, de blog ou de Twitter pour effacer tout ce qu'on pouvait leur ressortir, quoi. Quand tu vois ce qui se fait sur Twitter maintenant, je suis pas loin de faire ça. Après, je suis à peu près sûre de ne pas avoir dit des choses que je pourrais regretter, mais sortir des archives, un tweet que tu as fait en 2012 pour venir dire aujourd'hui n'écoutez pas ce qu'elle dit, ou voilà ce qu'elle pense, ou lynchez-la parce que un jour, il y a 5 ans, elle a dit ça. Chaud. Ouais, non, mais c'est horrible, hein. Moi, j'ai jamais eu le courage de le faire, mais parce que c'est trop long, c'est trop chiant. Mais donc ouais, c'est plus l'espace, c'est plus le même espace de liberté. Moi, clairement, j'en ai pas du tout la même utilisation. Je pense à ça parce que on a commencé à parler il y a 5 ans de harcèlement de rue et on est en train il y a une loi qui est en discussion actuellement et qui devrait permettre de pouvoir attaquer le problème. Mais le harcèlement envahit aussi massivement donc cet espace numérique. C'est ce qu'on disait à l'instant. Ouais, alors moi personnellement je l'ai pas vécu. Je sais pas, toi t'as eu des... Avec Mademoiselle, ouais, pas mal. Ouais. Mais si bien sûr. Alors surtout que moi j'ai la particularité sur Mademoiselle d'avoir droit à les deux côtés. C'est-à-dire qu'on se prend des attaques régulièrement de le côté très le site que je ne nommerai pas, des communautés très actives, troll vraiment, mais on se prend aussi pas mal d'attaques de milieux féministes parce que on l'est pas assez, on l'est pas comme il faut. Enfin, pour moi c'est juste des désaccords d'opinion et de méthode, hein, mais c'est pas grave. Je pense que le débat est plus riche quand on n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes méthodes. Et encore une fois, comme je te disais, ça me viendrait pas à l'idée de venir dire je ne suis pas d'accord avec toi, donc supprime, tais-toi, enfin change, etc. Donc les deux. Et quand on fait un bon article, c'est qu'on se fait attaquer sur les deux fronts. C'est là on se dit ok, je suis au milieu, je suis sur ma cible qui est en gros on a beaucoup parlé avec l'élection de Trump de la bulle, le phénomène de bulle où entre soi on est d'accord, on pense pareil, tout va bien, nickel, et dès que tu mets un pied dehors tu te rends compte que c'est l'apocalypse. T'es face à des gens qui disent c'est normal que les femmes fassent la cuisine, pourquoi est-ce qu'on a ce débat, et le choc est très violent. Et moi j'ai conscience de ça. Moi ça a été libérateur. Pour moi ça a été libérateur l'élection de Trump parce que enfin j'étais plus seule. Enfin il y avait d'autres gens
qui s'était rendu compte qu'on était dans une bulle. Et ce matin-là, toute ma rédac arrive, mais abasourdie. On est obligé de mettre la journée sur pause. Les gens sont en larmes. On fait une réunion de 4 heures pour expliquer ce qui s'est passé. Et surtout pour expliquer à tout le monde, regardez, dans 6 mois, c'est notre tour. Dans 6 mois, c'est le FN. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois là, pour éviter, pour casser le mur, là, pour qu'on arrête de penser que ça y est, le féminisme, on a gagné. Non, mais on va pas traiter ce sujet parce que c'est bon, on l'a déjà fait 12 fois. Le féminisme, on a gagné, quoi. Mais ça, c'est un autre problème, je trouve. C'est le côté, il y a des trucs, tu l'as écrit une fois, et en fait, tu te dis, mais je vais pas le réécrire, et puis le réécrire, et puis le et en fait, bah si, quoi. Si, tu l'as écrit une fois, mais est-ce que tu as 10 millions de vues sur ton article? Ouais, je crois non, pas. Mais... Donc, mais c'est terrible, parce qu'entre la peur, moi j'ai la peur de me répéter, tu vois, d'être en train de radoter, de pas... Vraiment, c'était mieux ce que je faisais avant, donc me dire je vais refaire le même article en moins bien, évidemment, parce que je suis quelqu'un de moins bien qu'il y a 2 ans, et en même temps de te dire non, mais en fait c'est l'actu, quoi. Enfin, il faut bien revenir dessus, les violences faites aux femmes, je trouve ça hyper compliqué. Il y a des fois je me dis non, en fait je ferai pas cet article, j'ai déjà fait il y a 3 semaines, quoi. Non, mais le contexte change à chaque fois. Et je pense qu'à chaque fois qu'on remet un contexte différent, c'est une nouvelle façon d'amener l'info, quoi. C'est-à-dire que tu fais un article pour dire le cyberharcèlement c'est mal. Fait, tout le monde est d'accord, c'est vrai, non les trolls et tout. Puis d'un coup, nous on se prend un tweet de menace qui vient plutôt du camp des féministes et on refait un article pour dire vraiment c'est toujours mal le cyberharcèlement. C'est pas une question de qui a raison, c'est une question de phénomène. Et c'est là que tu fais, je pense, vraiment bouger les lignes, parce que c'est là que les gens sont obligés de t'interroger leur paradoxe et de se dire. Si j'étais contre le cyberharcèlement il y a une semaine, quelle est ma position aujourd'hui quand c'est mon camp qui le provoque, tu vois? Après, tu vois, sur le cyberharcèlement, moi, je pense que j'en ai jamais vraiment eu. Après, des insultes, évidemment, mais j'ai vu le changement sur Internet en général autour de moi. Mais moi, je crois que le premier article que j'ai fait paraître en mon nom, tu vois, sur Internet, ça devait être pour Brain. Et je me suis pris des trucs dans les commentaires, c'était d'une violence, et j'en avais rien à foutre, quoi. Ça me faisait plutôt rire tellement c'était outrancier. Et après, quand j'ai écrit sur les Inrocks, autant dire quand t'écris sur le site des Inrocks, à l'époque, c'était pareil, quoi. Et je m'en foutais. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était hyper violent, et je me suis toujours dit, je m'en fous un peu, quoi. Mais... C'est un peu ton toit du collège là qui ressort. Je m'en fous des cons. De toute façon, je vais partir, je vais déménager sur la rive droite, alors j'en fiche. Non, mais ça m'a... Ouais. Je sais que je suis 10 000 fois plus sensible à un... Après, c'est peut-être parce que j'ai pas reçu des centaines et des centaines de commentaires agressifs, mais je suis beaucoup plus sensible à une critique que je juge pertinente. Quand on me dit... Si je reçois un tweet un peu agressif qui me dit en même temps elle a oublié de parler de tel truc et tout dans son article, et je me dis putain c'est vrai, et ça me met par terre, quoi. Là je me roule en boule, je fais c'est nul, mon article est nul, j'ai pas tout traité, alors que le mec il va me dire espèce de grosse connasse, je vais venir te violer, ok. Donc mais ouais. Après je comprends que ce soit... Je comprends très bien, mais je trouve ça terrible d'avoir autant de meufs autour de moi qui ont dû fermer leur compte Twitter, par exemple. Je trouve ça horrible. Ouais, moi je l'ai pas fermé, mais j'ai arrêté de l'utiliser. En fait, je l'utilise que pour la diffusion de mes articles et je prends pas la parole dessus parce que ça sert à rien, quoi. Je risque de m'attirer plus de problèmes qu'autre chose, donc j'ai fait. Okay. Bah ouais, mais c'est horrible ça. Plutôt que de parler de problèmes, j'ai une question qui est beaucoup plus positive. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ton pouvoir? Eh ben, alors on va dire que je suis obsédée par mon livre, mais c'est vrai, j'ai pris... Je pourrais faire plusieurs réponses à cette question, en fait. Plusieurs pouvoirs, du coup, ou le même? Ouais, non, alors, un truc un peu psychopathe, quand j'étais adolescente, et c'est encore un truc que je peux ressentir me créer par moment, c'était ce côté, en fait, tu peux faire n'importe quoi. Mais alors, dans n'importe quoi, c'est genre vraiment n'importe quoi. Genre, t'es en cours, le prof est en train de parler, et tu te dis, et si je me levais et que je me mettais à hurler? Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? C'est la question du contrôle social. Qu'est-ce qui fait que personne ne se lève et se met à hurler? Et c'est ce que Sartre appelle les actes gratuits. Il y a ça dans Gide aussi, dans Gide, dans les caves du Vatican. C'est l'idée, c'est un mec qui se dit, tiens, et si je tuais quelqu'un, en fait? Il est dans un train et il pousse un mec hors du train qui meurt.
il ne le connaît pas, il n'y a aucune raison, c'est un meurtre purement gratuit. Ça me fascine depuis hyper longtemps. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas des trucs tarés, quoi? Tu as quelques tarés dans la rue, mais pourquoi est-ce qu'on est tous aussi sages? Donc j'ai toujours senti ce truc, mais qui était vraiment plus du immédiatement, quoi. Alors qui va aussi avec des névroses, genre j'ai hyper peur sur un quai de métro que quelqu'un me pousse sur les rails. Ouais, moi aussi. Et ben voilà. Je suis jamais au bord du quai. Bah non. Mais qui est un truc, parce qu'en fait, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de faire ça? De se dire, tiens, et si je la poussais? Mais et c'est une forme de pouvoir te dire, bah en fait, je peux faire n'importe quoi, là tout de suite, maintenant. Et après, sur la prise de pouvoir personnelle, c'est venu à la fin de mon livre, tu vois, en écrivant Libérée, en ayant conscience, en fait, de tout ce qui m'enfermait, etc., en me disant, OK, en fait, je suis une femme, et donc ça implique tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la légitimité intellectuelle. Et moi qui étais plutôt dans le côté oui, ce que je fais, c'est pas, tu vois, les autres sont très mauvais, je suis peut-être un peu moins mauvaise que certains autres, etc. D'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai écrit un très bon livre. Et c'est la première fois que je me suis dit ça. Et j'ai commencé, à prendre la parole différemment et je me suis auto-légitimée. Et ça a eu quelque chose de très étrange, y compris. Je me suis engueulée avec des gens, genre mon banquier. Je n'ai pas dit donc, je me suis engueulée avec mon banquier, il a fini par s'excuser, oui. Oui, et j'ai pas lâché. Je suis engueulée avec une nana à la crèche au sujet de mon gamin, enfin, et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est vraiment le titre de ton podcast, j'avais gardé ce truc-là. J'aime pas le conflit, j'aime bien que les gens soient contents et leur faire plaisir. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je suis à un âge où j'ai des rides et de la cellulite, que ça ait au moins un avantage, c'est que je peux faire chier les gens. Et ça, c'est trop bien. C'est le seul avantage que je vois à vieillir. Et tu prends une espèce d'assurance et tu prends plus de place, quoi. Et ça, c'est cool. Et je me dis tellement, je serai une grand-mère hyper chiante et ça va être tellement bien. J'irai demander une place assise dans le bus. Excusez-moi, vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, je suis fatiguée. Et bah ouais, je le ferai, tu vois. Alors que quand j'étais enceinte, tu vois, je disais, non, c'est pas grave, je vais pas m'asseoir. Non, mais j'ai que 50 stations, c'est pas grave. J'étais comme ça. La victime. Ouais, non, mais complètement. Donc voilà, ce truc est vraiment hyper récent et ça a changé ma vie. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des rides et de la cellulite pour, ouais, pour le moi, faire. c'est venu avec ça. Mais c'est venu en fait en bossant sur ce bouquin, quoi. Ce que je trouve assez dingue. T'écris un bouquin pour les autres, en fait, c'est ta vie à toi que ça change. Et donc, à toutes celles qui nous écoutent, eh bien, lisez-le, car je pense que ça peut vous apporter un peu de ce pouvoir, un peu de cette libération. C'est un très bon titre, du coup. Oui, bah voilà, libéré. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas l'impression d'avoir... que rien n'avait été facile dans ta vie. Ouais, mais Cosette. Si tu regardes derrière toi, si je te demande, c'est quoi le pire obstacle que tu as eu à affronter, qu'est-ce que tu réponds? Le pire obstacle... je crois que... obstacle... Non, il y a un truc compliqué, c'est que moi, j'ai eu l'impression pendant longtemps que j'étais toute cassée, quoi. Que vraiment, j'étais cassée, que j'avais plein de problèmes, que j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien. Mais je le savais, et je faisais des blagues dessus. Mais ça n'empêchait pas le fond du problème. Et j'ai l'impression que ça a été l'obstacle pas à une réussite professionnelle, au fait de s'épanouir. C'est juste que comment tu t'épanouis quand t'es à moitié cassée, quoi. Que t'es un peu, tu vois, t'es toute traviole, et je pense que ça a été ça. Je pense que ça a vraiment été à la fois de réussir à me soigner. Et j'avais vu un psy qui m'avait dit un truc absolument terrible à la fin. Il m'a dit, mais il faut qu'on arrête de se voir, ça y est, c'est bon. Je me suis dit, non, c'est pas du tout bon. Je suis pas heureuse, on va pas arrêter de se voir. Et il m'avait dit, une analyse, ça sert pas en fait à résoudre tous les problèmes. En fait, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Donc, je suis là, je vous ai aidé pour pouvoir vivre au jour le jour. Mais vous n'aurez jamais réglé tous vos problèmes. Il faut juste vivre avec. Je dis, ah bon ?
ah bon, il faut vivre avec ses blessures et tout ça. Et je crois que ça a été ça. Je crois que c'est ce qui m'a pris le plus de temps. C'est le fait d'accepter qui on est avec tout le package, quoi. Ouais, avec tout le package. Après, c'est compliqué quand tu vas mal. Tu te définis par tes problèmes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'on écrit quand on n'a plus de problèmes? Du coup, je me dis, ah mais non, mais si je suis trop heureuse, ça va pas. Parce que je suis plus fidèle à moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va mal. Ça, c'est moi. C'est mon identité. Et c'est compliqué. Mais c'est comme les histoires d'amour. Je dis, une histoire d'amour heureuse, quel intérêt? Mais ça n'est pas ça, l'amour. Et ouais, ça met du temps de déconstruire tout ça, de te dire, ah non, en fait, on a le droit d'être bien et j'écris quand même. Et voilà, on peut dépasser ses problèmes et ses blessures. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil, on m'a pas donné beaucoup de conseils. Moi, j'aurais bien aimé, j'adorais les conseils et tout. Et les gens, ils me disaient toujours, ah franchement, vu ta situation, je sais pas quoi te dire. Donc c'était un peu... Est-ce qu'on m'a donné des conseils? À part trouver un vrai métier, c'était un très mauvais conseil. Ouais. T'auras le temps d'écrire le week-end, très mauvais conseil. Tu feras ça plus tard, ça aussi, c'est en général un très mauvais conseil. Plus tard est un très mauvais conseil. Et contrario, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, écoute, c'est un peu une blague avec mon ami qui est mon coach de vie. C'est à chaque fois qu'il y a une situation difficile où je dois prendre une décision, il me dit, quelle que soit ta décision, ce sera la meilleure. Je sais, mais c'est super pourri en fait comme truc. Il dit, bah oui, mais en fait, et ça rejoint ma vieille théorie de la vie, c'est pas question pour un champion, c'est-à-dire il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Donc juste, tu fais un choix. Et tu fais ton chemin de vie et tu lui donnes la forme que tu as envie de lui donner. Et bah voilà, il n'y a pas un bon chemin et un mauvais chemin. C'est quoi le truc qui te rend le plus fier dans la vie? Mes enfants. Non, pas du tout. J'ai tellement rêvé de répondre ça un jour. Mes enfants. Tu m'as pas demandé le plus beau jour de ma vie, mes accouchements. Non, pas du tout mes enfants. Je suis fière de l'avoir faite celle-là. Le truc qui me rend la plus fière, c'est lié à l'écriture, hein, les deux. C'est déjà de réussir à en vivre. Ça, c'est quand même une sacrée fierté. Et après, c'est les messages de meufs. Et ça, c'est quand même assez ouf quand tu reçois les messages. Je pense que vous en recevez aussi de meufs qui disent « Ouais, ça a compté dans ma vie, merci pour tel truc. » Et ça a commencé très tôt, sur le blog, parce que je racontais des trucs perso. Les morues, je reçois toujours des messages de nanas pour me parler de viol et qui me disent « J'ai été violée et merci pour ton livre, parce que sur la sexualité, etc., ça m'a fait du bien. » Enfin, ça, c'est quand même... tu te dis « Ouais, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. » Si ça influe sur la vie, ne serait-ce que d'une personne, c'est déjà énorme. Alors j'en profite pour ajouter mon message, mais merci infiniment pour tout ce que tu fais. Vraiment, je suis sincère, si je ne t'avais pas découverte sur Internet, si je t'avais pas suivi toutes ces années, je me serais jamais dit que c'était possible, que j'allais pouvoir plaquer mon CDI, mon super job, ma vie rangée pour écrire sur le web. Je me serais jamais autorisée à essayer d'écrire autre chose, de faire des trucs, si j'avais pas eu sous les yeux un modèle comme toi. Donc merci beaucoup. Bah voilà, c'est ça ma fierté. Non, c'est vrai. Je mettrai évidemment tous les liens vers tous tes livres. J'en achète très peu et j'en ai acheté très peu pendant mes années d'étudiante, mais j'ai acheté les tiens, comme j'ai acheté celui d'Élise Costa que tu citais en introduction et qui est celle qui fait les trouvailles de l'internet sur Mademoiselle. Ouais, trop bien les trouvailles. Pour celles qui l'ignorent, mais ouais, vraiment, c'est vous mes héroïnes du quotidien. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. Merci à toi. Trop bien. Ouais, c'est cool. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.